inspire et on dit. J'ai soin pour les poules la selle, un pour coco des ficelles. Et les grands bras moyens, mon bébé, Et les grands bois moyens, mon bébé, c'est la ville. Pour les poules la selle, un pour coco des ficelles. et les grands bras moyens, 30 minutes au grand maximum. Monsieur le maire du 17e arrondissement, cher Geoffroy Boulard, alors, Madame la maire adjointe, et chère Karen Taïeb, Monsieur le représentant des États-Unis d'Amérique, et cher Marc Tonin, Monsieur le président du CRIF, et cher Francis Khalifa, Madame la députée, et chère Brigitte Coustin, qui a toujours été fidèle au rendez-vous depuis de nombreuses années. Merci d'être venus. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis du 10 mai. Au mois de mai 2020, le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd crée une vague d'indignation qui s'est exprimée ensuite de diverses manières, notamment dans le sillage du mouvement Parti d'Amérique, Black Lives Matter. Dans les départements français d'outre-mer, des statues, en particulier celle de Victor Schœlcher, mais aussi celle de Joséphine de Beauharnais, ont été détruites par des jeunes. À Paris, le socle de l'effigie de Colbert, devant l'Assemblée nationale, a été recouvert d'une inscription « Négrophobie d'État ». À Lille, la statue du général Faidherbe a vu aussi apparaître d'autres graffitis, colons, assassins, tandis que certains responsables ou anciens responsables politiques demandaient que la salle Colbert de l'Assemblée nationale fût débaptisée. La destruction ou le vandalisme visant des biens publics, outre que ce sont des délits punis par la loi, ne règle évidemment jamais aucun problème. L'inscription d'une opinion à la peinture rouge sur un édifice public reste un délit, et cela peut desservir une juste cause. Rien n'interdit cependant d'essayer de cerner, de comprendre les problèmes dont ces réactions intempestives sont les indices, en particulier dans les départements d'outre-mer. Il fait peu de doute que tous les événements qui ont suivi la mort de George Floyd ont eu pour but de dénoncer un racisme dont beaucoup de nos concitoyens habitant les territoires ou issus des territoires ayant fait l'objet de conquêtes coloniales de la France s'estiment victimes. Il fait peu de doute aussi que la France n'est pas le seul pays où de telles doléances sont exprimées. La preuve en est, c'est que c'est dans le Minnesota, au nord de l'Amérique, pas au sud, que George Floyd a été tué. Il n'en demeure pas moins que le racisme fait partie des réalités françaises, même si la réaction de celles et de ceux qui ne veulent pas l'admettre est souvent de parler des autres pays. Si peu de gens se sont étonnés que l'effigie de Joséphine soit complètement détruite parce que Napoléon, son ex-mari, a voulu lui faire porter rétrospectivement la responsabilité de l'esclavage, et que des jeunes Martiniquais ont pris pour argent comptant la justification invoquée par Napoléon lui-même, le déboulonnage de la statue de Schœlcher a été bien moins compris. Schœlcher passe en effet pour l'homme qui a rendu possible l'abolition française en 1848. Il y a pourtant trois raisons qui expliquent, sans l'approuver pour autant bien évidemment, ces déboulonnages. La première, c'est que les effigies de Schœlcher ne représentent pas tant Schœlcher lui-même que le schœlcherisme, à savoir une attitude jugée paternaliste qui a longtemps consisté, notamment sous la Troisième République, à vouloir imposer aux originaires d'outre-mer l'adoration d'une figure libératrice hexagonale. Les statues de Schœlcher, la ville de Schœlcher, le lycée Schœlcher, la bibliothèque Schœlcher. La réalité, c'est que si Schœlcher a bien combattu, en fin de compte,
l'esclavage. Je dis en fin de compte parce que bon, il n'a pas combattu tout de suite, mais on peut changer d'opinion. Il n'a pas été le seul. Les premiers à s'être opposés à la servitude officielle ont été les esclaves eux-mêmes et certains descendants d'esclaves, il ne faut pas les oublier. Et quel statut aujourd'hui, quel statut représente aussi bien en France hexagonale que dans les territoires des Outre-mer, des figures comme celle de l'esclave romain, comme celle de Pierre-Marie Pori-Papy, ou encore comme celle de Cyril Bicêtre. Eux aussi ont compté. La seconde raison, c'est que l'abolition mise en œuvre par Schœlcher a eu ses limites. Si elle a bien évidemment prohibé l'esclavage, elle n'a pas sanctionné les Français qui possédaient des esclaves à l'étranger. Et elle a permis aux anciens esclavagistes d'être indemnisés, tandis que les nouveaux libres restaient pauvres et discriminés, affublés officiellement par leurs anciens maîtres, pour certains, de noms très difficiles à porter, ou en tout cas de nature à marquer une différence pour eux et leur descendance. En troisième lieu, si Schœlcher a bien eu sa part dans l'abolition de l'esclavage, il ne fut pas pour autant exempt de préjugés. Bien au contraire, puisqu'il fut l'un des plus fermes soutiens de la politique coloniale de Jules Ferry, fondée sur un prétendu droit des supposés à race supérieure, qui n'était en réalité que le droit du plus fort. Évoquer le racisme le jour où l'on célèbre l'abolition de l'esclavage officiel n'est pas tout à fait fortuit. Le racisme est un outil idéologique qui fut le ciment de cet esclavage-là. Et il n'existe malheureusement pas de journée nationale célébrant l'abolition du racisme. Car le racisme, qui n'est pas une institution, mais un état d'esprit dont les manifestations sont heureusement reconnues aujourd'hui comme délictueuses, n'a pas été aboli. Et il est plus qu'évident que c'est parce que le racisme, en particulier celui qui vise les Français originaires des territoires autrefois colonisés, est un phénomène bien réel de nos jours, que nous sommes tous ici rassemblés, au-delà de nos divergences d'opinion ou de croyances. Ce qui ne veut pas dire que nous ne condamnons pas toutes les formes de racisme, comme toutes les formes d'esclavage. Si la mémoire de l'esclavage officiel s'est organisée, notamment en France depuis la fin du XXe siècle, ce n'est certainement pas pour dresser les Français les uns contre les autres. C'est parce que celles et ceux qui s'estiment victimes du racisme se sont aperçus que le racisme n'est pas une fatalité, ni le propre de l'homme, mais qu'il s'est particulièrement développé à la faveur de l'esclavage officiel. Ainsi, en évoquant sans honte cette période, et donc en remontant à la source du mal, a-t-on quelque chance de mieux lutter contre ce fléau et de mettre en difficulté celles et ceux qui sournoisement cherchent à le faire prospérer ou à le préserver. Il est en effet beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus simple pour les médiocres de réussir en flattant les faiblesses de celles et ceux qui se trompent que de peiner en essayant de les mettre sur le chemin de ce qu'on croit être la vérité. Bref, nous avons vu à la fin du printemps et au début de l'été 2020 des réactions à un crime violentes, certes, donc condamnables, mais c'était quand même une manière maladroite et condamnable de dénoncer un état d'esprit tout aussi condamnable. Bien sûr que la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale est dérangeante, et pas seulement pour les originaires d'outre-mer, sitôt que l'on sait que Colbert père et aussi surtout Colbert fils ont travaillé au Code Noir. Et maintenant, tout le monde le sait. Elle est dérangeante, même si ce n'est pas pour le remercier d'avoir initié le Code Noir sur ordre de Louis XIV, d'ailleurs, il faut le rappeler, que cette statue a été installée. Napoléon, de ce point de vue, est tout aussi dérangeant, même si on a le bon sens d'admettre que ce n'est pas pour avoir rétabli l'esclavage, c'est une évidence, qu'il est admiré par de nombreux compatriotes, et c'est leur droit. La France s'est mise en accord avec ses valeurs, en qualifiant il y a 20 ans l'esclavage officiel de crime contre l'humanité. Il faut donc combattre la pire des séquelles de cet esclavage officiel, le racisme. Nous devons le combattre et pas seulement laisser la justice en réprimer les manifestations. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut effacer toutes les traces de l'esclavage. Ces traces, on peut aussi les mettre en lumière, en faire briller le sens,
avec des explications éclairantes. Enlever la statue de Colbert du parvis de l'Assemblée, cela peut être une solution, si c'est une décision collective, issue d'une délibération démocratique. Mais expliquer par une signalétique officielle appropriée pourquoi Napoléon a fait installer une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale en 1808, alors que lui-même a rétabli l'esclavage et officialisé d'une certaine manière le racisme, cela peut être aussi une autre solution. Car l'effigie de Colbert, comme la commémoration de Napoléon, nous permettent aujourd'hui de parler de l'esclavage, en voulant faire disparaître les statues qui dérangent, en refusant de commémorer Napoléon. Les prétendus défenseurs de la mémoire de l'esclavage ne se tirent-ils pas eux-mêmes une balle dans le pied? L'esclavage, il existe en tout cas une manière absolument incontestable de l'évoquer. C'est de célébrer, notamment par des statues, celles et ceux qui en furent victimes et qui non seulement le combattirent, mais qui, bien au-delà de leur combat, réussirent malgré tout, par leur vertu et par leur talent, à donner une part de gloire supplémentaire à la France. Le général Alexandre Dumas est la première de ces grandes figures susceptibles de parler à tous les Français et de parler aussi à celles et à ceux qui se considèrent comme les descendantes et les descendants des victimes de l'esclavage. La preuve, c'est que c'est devant ce monument qui évoque le crime dont il fut à la naissance victime que se rassemblent depuis 2009 à Paris, ici, place du Général Catroux, les ultramarins de l'Hexagone. Mais ce monument, dit bien ce qu'il veut dire, représentant des fers, aujourd'hui ce n'est pas assez. Le temps est venu de remettre en place, à côté de ce mémorial symbolique, la statue de ce héros français, sans peur et sans reproche, qui symbolise à lui seul toutes les victimes de l'esclavage et dont tous les Français peuvent être fiers, comme nous sommes fiers de son fils, qui est là-bas, et de son petit-fils, qui est aussi représenté sur cette même place. La statue, telle qu'elle était, lorsqu'elle fut installée en 1913, c'est celle-là que nous réclamons aujourd'hui, pas celle d'un homme enchaîné, non, celle d'un héros digne, libre et majestueux qui puisse servir de modèle à nos enfants. Pour ma part, je le demande depuis 19 ans. Ce combat, vous le voyez, commence à porter ses fruits. Je vous invite en conséquence à vous y associer et à nous retrouver bientôt devant cette statue, enfin rendue à la ville de Paris, qui en est dépossédée depuis 1942 et qui, d'une voix unanime, au-delà des différences politiques, a demandé le 4 février 2021, jour de la première abolition de l'esclavage, celle de 1794, qu'elle soit reconstruite ici à l'identique. Alors, je vous propose de nous retrouver bientôt, ici même, devant les fers, mais aussi devant la statue du général Dumas. Gloire aux victimes de l'esclavage, gloire à leurs descendants, gloire au général Dumas, vive la République et vive la France! Bravo. Je dépose maintenant. Chef Francis, écrit. Je viens m'y associer. Un grand honneur d'être là.
citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. En armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On a l'esprit mobile, on se souffle. C'est le grand bois moyen, obligé de quitter la ville, monter dans mon âge, respirer en filet, trois bons fils sauf des monnaies, garons, et puis t'as quitté la ville, dans les chantants, dans les chantants qui là-bas, sont pas les monnaies, garons, et puis t'as quitté la ville, dans les chantants,